Mesdames et messieurs, bonsoir. 5 minutes pour convaincre reçoit ce soir le professeur Ibrahim David Salami. Il est professeur agrégé de droit public, vice-doyen de la faculté de droit et de sciences politiques. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Vous aviez été ou vous êtes co-auteur d'un ouvrage de droit constitutionnel intitulé Droit constitutionnel et institutions du Bénin. Pourquoi avoir choisi ce contexte pour faire sortir un ouvrage sur le droit constitutionnel? En fait, on ne choisit pas d'écrire un ouvrage en droit constitutionnel en fonction du contexte. Les contextes sont ceux qui appartiennent aux journalistes, aux interprètes du moment. Alors que la doctrine qui s'exprime à travers cet ouvrage, c'est un travail mûri qui a commencé depuis 2010 et qui a connu son aboutissement dans ce livre. En fait, tout est parti d'un coup de cœur. J'ai l'habitude, en rentrant des études en France, de citer que des sources françaises et des ouvrages français. Et un jour, en faisant cours dans un grand amphi de l'université d'Abomey-Calavi, un étudiant m'a interpellé et m'a demandé pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une seule référence en matière de droit constitutionnel au Bénin. Et ça a été là le déclic qui m'a entraîné à travailler avec une collègue sur la problématique du droit constitutionnel au Bénin, ce qui a permis au bout de 3 ans de travail de sortir cet ouvrage de droit constitutionnel et institutions du Bénin, qui est destiné d'abord aux étudiants, aux apprenants, aux citoyens, aux hommes politiques et à toute personne intéressée par l'évolution du droit constitutionnel dans le monde et au Bénin. Merci professeur. En lisant cet ouvrage-là, quelle perception peut-on avoir du juge constitutionnel béninois? En fait, le juge constitutionnel béninois répond à une sorte de paradoxe. C'est un juge qui est adulé par les étrangers, mais très critiqué par les Béninois, de plus en plus critiqué. Et le juge constitutionnel béninois a joué un rôle important dans l'enracinement de la démocratie, a joué un rôle important dans la protection des droits et libertés, a joué un rôle important dans l'équilibre des pouvoirs tel que mis en place par le Constitution de 1990. Mais il se trouve que de temps en temps, oui, de temps en temps, ce n'est pas la première fois, ce sera sans doute pas la dernière fois, la Cour est critiquée pour telle ou telle position ou décision qu'elle a prise. Et je veux dire, ça fait partie des hauts et des bas d'une même institution. Parlant des hauts et des bas, le juge constitutionnel béninois a rendu à la fin de l'année 2013 une décision controversée, où il a même donné une injonction au Parlement de se réunir sous le couvert de juge de régulation des institutions. Vous avez un regard critique à apporter à cette décision? Je ne sais pas si c'est un regard critique, mais j'ai un regard de constitutionnaliste, bien entendu, et d'observateur de la vie politique béninoise. Il y a 2 choses, en fait. La décision du 30 décembre 2013 comporte 2 volets. Le premier volet, c'est de savoir si les députés doivent adopter le budget à vote secret ou à main levée. Et à la base de ça, il y a une interprétation du règlement intérieur, de plusieurs dispositions du règlement intérieur. Cette disposition du règlement intérieur comporte même entre elles une certaine contrariété. Alors ce qu'a fait la Cour, c'est de donner un sens à cette disposition-là en disant que finalement, ce que lui considère comme étant la bonne interprétation de la Constitution et du règlement intérieur, c'est que le vote du budget puisse avoir lieu à main levée. C'est ça l'interprétation que la Cour a livrée. Cette interprétation a été contestée. Et il y en a des députés qui ont eu, dans une réaction d'orgueil, que je comprends, qui ont estimé que c'était une régulation de trop et que la Cour n'avait pas à interpréter la Constitution, le règlement intérieur de cette façon-là. Ça, c'est le premier volet. Sur ce volet-là, je considère que, qu'on le veuille ou non, la messe est dite. L'interprétation de la Cour s'impose au pouvoir public, y compris aux députés. Et donc, par rapport à ça, il n'y a rien à faire. Les députés doivent respecter cela. Et je pense que, même après avoir critiqué longtemps, ils sont obligés de se ranger parce que l'autorité de la chose jugée l'impose. Mais ce qui est, et c'est le deuxième volet de la décision de la Cour, ce qui est pour le moins critiquable, mais véritablement critiquable, c'est le fait que la Cour enjoigne au Parlement d'avoir se réunir
en quelques heures, d'avoir convoqué la plénière en quelques heures, un 31 décembre, alors que les députés sont sur tout le territoire national, disséminés sur tout le territoire national. Et là, à ce niveau, il y a deux petits problèmes. Le fait même que la Cour enjoigne au Parlement d'avoir fait telle ou telle chose n'est pas nouveau. Ce n'est pas la première fois. On l'a vu pour la RAC, on l'a vu pour Mme Soglo, doyenne d'âge, qui ne voulait pas s'exécuter. Et on avait salué le rôle de la Cour qui avait permis de réguler un problème précis. Le problème ici, c'est que la Cour n'a pas suffisamment tenu compte de l'exécution de sa décision. En demandant au Parlement de se réunir dans moins de 24 heures, elle a oublié ou elle a manqué de se rendre compte que c'était impossible matériellement et juridiquement. Et c'est cela que le président de l'Assemblée nationale, fin connaissant du règlement intérieur, a rappelé. Je considère que sur ce plan-là précis, c'était une régulation de trop. Elle avait à simplement se prononcer sur la conformité ou non du vote et s'arrêter là et laisser les politiques régler leurs affaires. Merci, professeur.